Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Laurence Folléa, je dirige la rédaction d'un magazine qui s'appelle Psychologie, qui est partenaire de l'Université de la Terre depuis ses débuts, parce qu'on est un magazine où on cultive quelques valeurs positives, sans être naïf, et on pense que c'est possible de construire un monde meilleur, un peu plus humain, quoi. Donc je pense que tous les gens qui sont là aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, sont animés par ces valeurs et je m'en réjouis. Donc on a aujourd'hui une grande question à aborder ensemble. On pourrait faire, je pense, quelques mois de débat sur la question centrale, la question cruciale pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, c'est la question de l'éducation, de l'avenir de l'éducation. Globalement, l'école, les profs, les enseignants, le supérieur, le primaire, le collège, le lycée, est accusé d'absolument tous les maux. Moi, je pense que l'école est responsable de tout, en fait. C'est toute la faute de l'école. Et puis des profs, surtout. Donc, je pense que, parallèlement à ce discours un peu ambiant aujourd'hui dans notre société française, il y a aussi la montée de méthodes pédagogiques un peu plus innovantes, qui essaient de réfléchir à autre chose qu'à la performance, qu'à l'évaluation, y compris au sein de l'éducation nationale. On n'est pas forcément que sur les marges. Donc c'est toute cette cohabitation, si je puis dire, qu'on va essayer de défricher un peu ensemble avec nos experts aujourd'hui. Pour essayer de s'y retrouver un peu. Je crois qu'on est aussi dans un monde et dans un débat où il y a énormément de croyances, d'idées reçues, de convictions pas toujours étayées, qui sont souvent d'ailleurs très liées à nos histoires personnelles. Je pense que la relation qu'on a à l'école ou à l'éducation, c'est aussi celle qu'on a eue nous quand on était enfant, celle que nos parents ont eue, tout ça, ça se transmet. Donc c'est aussi pour ça que ce sont des débats souvent très passionnels et passionnés. Donc je voulais vous présenter les trois acteurs du changement qui sont avec nous aujourd'hui pour nous éclairer de leur savoir, au pluriel. À ma gauche, Antonella Verdiani, présidente du Printemps de l'éducation, je pense que pas mal d'entre vous doivent connaître. Antonella, elle a travaillé très longtemps à l'UNESCO, d'ailleurs, ici même. C'est une pédagogue, elle a un DEA en sciences de l'éducation. Et elle a créé, il y a quelque temps, un mouvement citoyen pour travailler justement au renouvellement de l'éducation, des approches pédagogiques et essentiellement pour remettre l'enfant au cœur de tout ça. Son livre « Ces écoles qui rendent nos enfants heureux » fait vraiment un panorama très complet de tout ce qui existe en matière d'approche, on va dire, pas encore mainstream, pour employer un mot d'anglais, pardonnez-moi, dans le champ de l'éducation et qui sont des approches évidemment qui peuvent nous inspirer. Elle va nous parler de tout ça tout à l'heure. On a également à sa gauche François Tadei, biologiste de formation, malgré lui presque, qui est un chercheur super, qui est un chercheur qui travaille à la croisée de plein de disciplines, qui est quelqu'un qui essaie de décloisonner les approches au sein de l'université et qui a créé le centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, au nom bien choisi, qui se veut un carrefour d'esprit créatif et dans la transmission des savoirs et dans une approche aussi très collaborative, si j'ai bien compris, de la transmission des savoirs et de l'acquisition des savoirs et de l'acquisition du savoir. Son fait d'armes récent, c'est un rapport qu'il a remis à l'OCDE qui s'appelle « Former des constructeurs de savoirs créatifs et collaboratifs ». Moi j'appelle ça un prof, mais je ne sais pas si c'est ça, il nous dira. Pas du tout. Donc c'est comment apprendre à apprendre aussi, on va essayer de comprendre ça avec lui, et comment apprendre au-delà des cloisonnements des disciplines, des chapelles. Je pense que dans le monde universitaire, vous connaissez bien ça. Et puis à ma droite, monsieur Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de Ionis Education Group, Education, comme je veux, bon, éducation,
Le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France, environ 20 écoles, 20 000 étudiants, avec vraiment comment dirais-je, une ligne, si j'ose dire, dans vos différentes écoles et établissements, de créer vraiment le lien avec les entreprises. Vos écoles, elles sont autour de l'enseignement du business, de la technologie, des solutions, et comment dirais-je, elles sont, enfin, votre slogan sur le site, je trouvais très, très révélateur, s'appelle la nouvelle intelligence des entreprises. Donc nous verrons avec lui aussi, avec M. Bardèche, comment, Fabrice, je peux le dire, comment s'articulent aussi tous ces univers de l'université et avec le monde de l'entreprise. Donc avant de laisser la parole aussi aux étudiants qui ont préparé ce débat, parce que moi je ne suis qu'un modérateur et qu'une courroie de transmission de leurs questions, donc je vous vois là, donc n'hésitez pas à me faire des signes, mes amis, pendant qu'on parle, hein, pour que je puisse vous passer la parole si vous avez des questions. Je voulais juste, pour la salle aussi, vous dire qu'on essaye d'être un peu dans l'informel, même si ce pupitre totalement sur une estrade n'est pas encore très innovant. On aurait bien aimé mettre en rond, voilà, quelque chose de sympa, mais on est là, c'est déjà bien. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, à lever la main. Il faudra juste que vous sachiez une chose, c'est que sur les micros, il y a des petits boutons, et que pour qu'on vous entende, il faut appuyer sur le petit bouton, et que vous avez fini, il faut rappuyer sur le petit bouton. Voilà. Donc je voulais commencer, oui, je voulais vous dire, pardon, un petit peu les 3 temps qui m'ont paru intéressants par rapport aux questions qu'ont préparées les étudiants. Un temps un peu de constat et de diagnostic, pour le dire vite, parce que je crois qu'on a énormément encore une fois, de croyances et pas vraiment des bonnes informations sur où en est l'école vraiment aujourd'hui. Un deuxième temps pour essayer de se mettre d'accord, et nos 3 intervenants sont d'univers assez complémentaires et différents. Je pense qu'on pourra quand même, malgré le temps imparti, faire le tour en tout cas avoir une petite vision objectivée du sujet. Et puis ensuite, voir un petit peu du côté des nouvelles pédagogies, ce qui se fait, de qui on peut s'inspirer. Je sais que les pays du Nord, notamment, inspirent beaucoup la Finlande, le Danemark. Et puis, pour finir, un 3e temps autour finalement de l'emploi et des relations entre le marché du travail et le marché de l'éducation nationale, si on peut le dire ainsi. Voilà. Donc pour commencer, je voulais simplement, parce que je travaille à psychologie et que c'est un endroit où on parle beaucoup de soi, donc pardon déjà je suis un peu longue, mais je voulais commencer en demandant à chacun de nos experts ici présents une petite histoire d'écoliers ou d'étudiants qui leur semble être révélatrice de la façon dont ils voient le sujet de l'éducation aujourd'hui. Est-ce qu'Antonella, tu veux commencer? Est-ce que tu as un souvenir d'écolière ou d'étudiante qui pourrait éclairer nos débats, les lancer aujourd'hui? C'est exactement la même question que je pose quand je donne des conférences ou des stages et autour d'éduquer à la joie, une nouvelle façon de commencer un parcours scolaire dans le bien-être et de la joie. La première question, c'est quel est ton premier souvenir d'école? Mais c'est exactement ça, et je fais le pari que normalement, disons qu'on peut dire 70% des réponses ne sont jamais très réjouissantes. Donc, mon premier souvenir, tout premier souvenir, c'est quand mes parents ont essayé de me mettre à l'école maternelle. C'était une école maternelle tenue par des bonnes sœurs, malgré le fait que mes parents n'étaient pas spécialement catholiques observants, mais de toute façon, c'était ce qu'il y avait à l'époque. Et ce souvenir, c'est dans une cour que je voyais immense, je sentais immense, personne qui m'a accueillie, c'est-à-dire juste peut-être une sœur qui a dit bonjour à ma mère, et puis voilà, j'étais noyée dans la foule des enfants sans aucune attention à ma présence. Donc c'est pas très, très beau. Mais merci de m'avoir fait l'exercice, parce que je le fais faire aux autres, mais je ne le fais jamais moi-même. Merci Antonella. François? Moi j'ai dû tout oublier, je pense que c'est pas forcément très bon signe. Enfin, je sais pas si les psychologues sur l'estrade interpréteront ça s'ils veulent. Donc je vais donner mon premier souvenir de parents.
Quand mon fils est arrivé en école primaire au CP, sa maîtresse me dit c'est un enfant charmant, mais il pose des questions. Et il se trouve que mon métier, c'est d'être chercheur, donc de poser des questions. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi elle me disait ça. Et je lui ai dit, mais il pose des questions à ses camarades au lieu de vous parler à vous. Non, non, il me pose des questions à moi. Je dis, mais donc il pose des questions qui sont pas en rapport avec la discussion. Non, non, c'est exactement sur la discussion. Je dis, mais alors, il pose des questions. Donc voilà, je n'ai pas voulu me brouiller avec cette maîtresse parce que mon fils allait y passer l'année, quoi. Mais il se trouve que depuis ce jour-là, je questionne le système de l'éducation nationale parce qu'en tant que citoyen, en tant que père, en tant que chercheur, je ne peux même pas imaginer que dans le monde d'aujourd'hui, qui va... Si on doit parler de l'université de la Terre, si on doit parler du climat, si on doit parler des grands défis de notre temps, je pense qu'on a besoin de questionner le statu quo ou la dynamique où par défaut on va dans le mur et on a besoin d'inventer des solutions et donc on a besoin de former la jeune génération à se poser des questions et à chercher des solutions. Merci. Fabrice, un souvenir. Un souvenir, on va dire, puisqu'on doit remonter loin, on va remonter à l'école communale où moi, j'aimais bien écrire, notamment quand on faisait faire une rédaction en classe. Vous savez, à l'époque, on faisait des rédactions en classe qui prenaient 1 heure ou 2 heures, et moi, je les continuais. Donc, j'écrivais ma rédaction pendant 1 journée, 2 journées. Donc, ça devenait une rédaction fleuve. Et j'ai eu la chance de tomber sur des maîtres qui me laissaient faire. Et je dirais que ça a été peut-être le ferment de l'éducation différenciée, qui est quand même la ligne de conduite qu'on essaye d'appliquer aujourd'hui à travers le groupe et que permettent aujourd'hui les nouvelles technologies, c'est-à-dire de permettre à chacun d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer au moment où il a envie de l'exprimer et quel que soit ce qui se passe en ce moment dans sa classe. Merci beaucoup à tous les trois pour ces petites confidences entre amis. Je voulais passer la parole aux étudiants. Si quelqu'un veut démarrer, prendre la parole donc sur l'état de l'école aujourd'hui. Je crois que c'est vous, jeune homme, qui étiez assez sévère, je crois, sur où on en est en France. Alors, j'essaye pas d'être sévère, j'essaye de donner un... Je n'essaye pas d'être sévère, j'essaye de donner un constat plus ou moins réaliste de la situation. Donc, moi, je voulais commencer ce débat en posant la question suivante. Il ne vous a pas échappé qu'on est en période de crise et de réduction budgétaire. Donc, ma question est simple, comment faire pour qu'aujourd'hui en France, on ait un système qui marche correctement en dépensant moins et en faisant attention à ce qu'on fait. Donc un système qui marche, où on dépense moins dans un contexte de réduction budgétaire. Est-ce que c'est l'enjeu aujourd'hui, selon vous trois, de la réforme de l'éducation nationale? Moi, je dirais que celui qui connaît la réponse, il faut le nommer ministre de l'Éducation nationale. Ça me semble déjà la bonne chose à faire. Après, comment dépenser moins, ce sont des questions extrêmement difficiles. On peut pas... Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas répondre à ça. En mettant moins de gens, mais si on met moins de gens, on diminue la qualité. En mettant plus d'acteurs, dont certains appartenant à un monde associatif qui pourrait travailler sans être payés, en donnant un rôle de relais et d'éducation à des étudiants et à des jeunes élèves en fonction de leur talent, de la place qu'ils peuvent jouer dans un groupe pour piloter un groupe, en répartissant la tâche. Je pense que c'est en effet comme ça qu'on peut peut-être gagner de l'argent, si tant est que épargner de l'argent soit quelque chose d'absolument souhaitable pour l'éducation. Je crois qu'il faut faire le plus possible en termes de moyens, en termes d'efforts, en termes de gens et en termes d'efficacité, de coût et efficacité. On est tous condamnés à ça. Donc de l'imagination, de la répartition d'initiatives et d'actions et plus d'implication, de plus de monde différencié. Merci Fabrice. C'est quoi l'efficacité de l'école, Fabrice François, pardon. C'est quoi être efficace? Est-ce que la réussite, c'est le bonheur? Si vous croyez que l'éducation coûte cher, essayez son absence. D'accord, ça c'est une première chose qu'on peut dire là-dessus. La deuxième chose qu'on peut dire, il y a des prix Nobel d'économie qui ont étudié le sujet, c'est que plus on investit jeune, plus l'investissement est important et efficace. La troisième, quand on fait des comparaisons internationales, c'est de dire que quand on investit pour une école plus égale
et en particulier sur les plus défavorisés, alors on a de meilleurs résultats. D'accord ? Et donc les pays qui réussissent le mieux sont les pays où il y a le moins de différence entre les écoles. La France est le pays où il y a le plus d'inégalités d'origine sociale dans le système scolaire. D'accord ? Donc on écrit égalité sur toutes nos écoles, c'est en l'occurrence pas ce qu'on fait. Donc je pense qu'il y a déjà réalloué les moyens. Après, il y a une autre statistique intéressante, c'est que la France est l'un des pays où il y a le plus de gens qui sont payés par l'éducation nationale et qui ne sont pas devant des enfants. D'accord ? Donc le but, c'est d'avoir des enseignants bien formés. Et je pense que parmi les manques de l'éducation nationale, donc sur augmenter les dépenses, en l'occurrence, il faut de la formation continue et de la recherche et du développement. Le ministère de l'Éducation nationale, tous les autres ministères font de la R&D, toutes les entreprises font de la R&D et de la formation continue, mais le ministère de l'Éducation nationale le fait moins que les autres. À partir de là, dans un monde qui change, il y a forcément un décalage entre ce que les enseignants peuvent faire et les besoins de la société. Antonella, oui. La question sur la réforme, pour moi, c'est une fausse question aujourd'hui. Je propose qu'on imagine qu'on peut faire un peu comme a fait la Finlande à un moment donné, n'a pas fait une réforme. Tout le monde s'adresse aux Finlandais pour aller s'inspirer ce qui marche dans le sens de l'éducation et des pédagogies. Mais la Finlande, à un moment donné, a dit stop avec ce système tel qu'il est et on va tout repenser à nouveau. Donc c'est plutôt une révolution qu'il faudrait faire. Une révolution tenant compte aussi de ce qui est en train de se réaliser, de positif. Il y a des expériences merveilleuses qui sont faites dans les écoles, mais on ne peut pas aller penser dans le sens de mettre des pansements à un malade qui est très très grave aujourd'hui. Cela dit, je le répète, il y a des enseignants qui réalisent des expériences pédagogiques extraordinaires, mais parfois, ils le font de façon clandestine. Il y a même une thèse de doctorat qui s'appelle « Les enseignants clandestins ». Merci beaucoup. Les étudiants, on enchaîne le niveau peut-être. Écoutez, vous parlez de révolution, moi je suis tout à fait d'accord avec vous parce que il y a quand même un problème. C'est que l'éducation nationale, c'est le premier poste de dépense de l'État aujourd'hui. Bon, vous avez un niveau qui, depuis un certain nombre d'années, a été baissé parce qu'on a voulu qu'une certaine tranche d'âge ait le bac à 80%. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui ne savent plus lire, qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus compter. Et aujourd'hui, le niveau du bac, c'est le niveau du brevet que vous avez passé, les aînés, il y a 30 ou 40 ans. Donc voilà, effectivement... Comme vous y allez. Ça dépend pour qui. Oui, une centaine d'années aussi. Oui. C'était au millénaire précédent. Donc qu'est-ce que vous proposez pour faire cette révolution ? Donc la fameuse question du niveau, moi je ne sais pas ce que c'est un niveau, je ne suis pas spécialiste de l'éducation. Ce fameux niveau, ce fameux Graal du bac qui a l'air d'être une névrose très française, une angoisse parentale énorme que les enfants n'aient pas le bac. Vous en pensez quoi ? Qui veut prendre la parole ? Oui, moi je ne sais pas très bien ce que c'est que le niveau, parce que tout dépend comment on le mesure et quel est l'instrument de mesure. On pourrait finalement se faire un excellent instrument de mesure ad hoc qui nous mette premier de toutes les nations. On pourrait mettre par exemple la maîtrise de la langue française comme premier critère et on deviendrait assez bon par rapport aux gens des autres pays. Il y a quelques mesures objectives, comme par exemple le niveau des mathématiques, le niveau des fonctions de base, etc. Okay. Mais ça porte sur le primaire, ça ne porte pas sur tous les élèves. Je constate que globalement, on a un niveau des jeunes dans la société française qui a considérablement évolué en 20 ans. On a beaucoup plus de gens éduqués, on a beaucoup plus de gens capables d'avoir une autonomie de jugement et de pensée. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. On le constate sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de locuteurs, beaucoup de gens qui s'expriment, beaucoup d'idées nouvelles qui surgissent. Et oui, peut-être en effet le niveau sur certains segments a pu baisser, mais le champ des savoirs s'est considérablement élargi. Donc c'est difficile de faire la somme de ce qu'on connaît pour déterminer si un niveau monte ou baisse. Pour revenir juste une toute petite seconde sur le sujet de la réforme, je crois qu'en France on a un défaut, c'est qu'on veut toujours faire des réformes. Et ce qu'on appelle réforme, c'est vouloir mettre tout le monde
du pas où il était à un nouveau pas qu'on décrète le même pour tout le monde. Et je pense que là-dessus, c'est une époque révolue, c'est une façon de penser qui n'est plus la bonne. On est partout dans le monde avec les technologies de l'information dans un monde dissocié où il y a des communautés qui pensent de leur côté, il y a des initiatives qui sont prises et d'excellentes initiatives, parfois vous le disiez clandestines, mais pourquoi clandestines? Ce sont des choses qui se partagent aujourd'hui extrêmement facilement et on demande encore aux gens de marcher tous du même pas. Évidemment, aujourd'hui, moins que jamais, ça ne marche. Alors, il y a aussi plein de fautes d'orthographe sur Facebook et Internet. Oui. Non, mais c'est une question. Votre question, elle me semble, pardon de réagir personnellement, mais elle me semble aussi très très révélatrice de ce qu'on dit et de ce qu'on entend dans la société française. L'histoire du niveau, l'histoire des étudiants qui savent plus écrire, qui savent plus faire une dictée, une faute d'orthographe. Il y a comme quelque chose de l'ordre d'un passé révolu et peut-être d'une nostalgie aussi d'un moment où l'éducation aurait été tout à fait performante et efficace. Antonella, peut-être tu veux réagir là-dessus? Moi, ce qui m'interpelle beaucoup aussi par rapport à ce que tu viens de dire, c'est aussi ce concept de réussite. C'est-à-dire, c'est quoi réussir à l'école? Et qu'est-ce que ça veut dire être un être humain qui réussit? Alors, en tant que pédagogue, moi, je me pose la question vraiment du savoir avec un S majuscule, les savoirs, les disciplines, mais aussi le savoir-être. Et j'ai eu l'opportunité de travailler pour un laboratoire de recherche de la Chambre de commerce de Paris, qui est un laboratoire qui cherche sur l'innovation pédagogique. Et à un moment donné, il s'agissait de travailler pour changer la politique éducative d'une grande école d'ingénieurs. Et j'ai voulu poser une enquête aux étudiants. Et c'est là, dans l'enquête aux étudiants, il y avait des questions, c'est qu'est-ce qui t'intéresse, quelles sont tes préoccupations hors l'école, et voilà, des questions aussi du style qui allaient interpeller aussi ses habitudes, ses intérêts, le bien-être, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, c'est-à-dire dans ces questionnaires, ce qui manquait, c'était la question qui tue, c'est-à-dire, j'ai posé une question et c'est à un moment donné, quand tu sors de cette école, on te demande d'aller travailler à la construction d'un armement, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, 38% des élèves ont dit, j'y participe. Parce que de toute façon, alors dans les réponses, c'était vraiment, on peut avoir un florilège, je les ai gardés ces questionnaires de créativité, du style à 23 ans, alors à l'époque les étudiants avaient entre 22 et 23 ans, c'était de toutes les façons, si moi j'y participe pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Il y en a un qui m'a répondu à 22 ans, il m'a dit, de toute façon ça fait un moment que j'ai mis ma conscience au placard, donc je suis allée très alarmée voir le directeur de cette école et dit mais écoutez, 38% c'est pas la majorité, mais quand même c'est énorme que dans cette école on se pose la question de la réussite, c'est-à-dire je sors de cette école, j'ai réussi mes études avec un diplôme, mais est-ce que j'ai réussi en tant qu'être humain? Est-ce que je vais réussir à fonder une société, à travailler, à contribuer pour un monde, une société dont on débat ici, qui a des valeurs qui sont la coopération, la solidarité, le vivre ensemble, etc., etc. Alors, on m'a dessaisi du dossier, juste une petite parenthèse. François? On sait depuis au moins Aristote que le niveau baisse, donc heureusement qu'on est parti de très haut, parce qu'autrement on aurait un problème. Mais ce que je dirais, c'est que Aristote, justement, pour rebondir sur ce que dit Antonella, disait qu'il y a 3 formes de connaissance. Épistémé, qui a donné la science, c'est la connaissance du monde. Techné, qui est comment est-ce qu'on agit sur le monde, qui a donné la technologie. Et phronésis. Alors, je voudrais savoir qui sait dans la salle ce que c'est que la phronésis, pour savoir si le niveau baisse vraiment. D'accord, merci. La phronésis, c'est l'éthique de l'action. D'accord ? Donc on a fait progresser exponentiellement la science et la technologie depuis l'époque des Grecs,
mais pas l'éthique de l'action. Et je pense que le thème d'aujourd'hui sur l'Université de la Terre et sur un avenir à construire ensemble, si on ne prend pas en compte cette éthique de l'action, si on n'est pas capable de prendre en compte l'influence de ce qu'on fait pour soi et pour les autres, à court terme et à long terme, localement et globalement, on va tous aller dans le mur. Donc on a absolument besoin de faire progresser au moins la phronésis. Après on peut se demander si le niveau de épistémé et de techné augmente, mais honnêtement il y a 100 fois plus de publications scientifiques tous les 100 ans, il y en a 300, ça veut dire 1 million de fois plus depuis les Lumières. Donc je ne pense pas que le niveau scientifique moyen diminue, mais par contre le niveau éthique moyen, je m'interroge. Merci. Je crois que vous aviez des questions encore sur la réforme. Non, ma question n'est pas sur la réforme. Je suis très intéressée à l'éducation en général dans le monde. Je ne suis pas française, mais mes enfants sont à l'école. Ayant fait une éducation au Canada, j'ai vécu les premières années de mes enfants dans une école publique très violemment. Je n'ai pas les moyens de les mettre dans une école alternative. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée au sujet. Et ma question, c'est est-ce que ce n'est pas les éducateurs qu'il faut reformer? Parce qu'il y a une conscience qui a évolué, il y a un système qui reste pratiquement comme au temps de Napoléon. Ils ont fait les vacances en été parce que les enfants devaient aller travailler au champ. Et il y a quelque chose qui avait un sens à un moment, qui n'a pas de sens. Et tout le monde semble se savoir, mais je me dis, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi on ne peut pas rééduquer le système? Merci beaucoup. Qui veut répondre? Ce qui est sûr, c'est que à la Révolution française, on a coupé quelques têtes, donc on avait besoin de former une élite, et on a créé une méritocratie à la place d'une aristocratie. Et notre système, il est fondamentalement marqué par cette période-là. Et donc, on est fondamentalement un système dans lequel on met tout le monde en compétition, les uns avec les autres, effectivement pour des raisons historiques. Et on les met en compétition pour les solutions d'hier, sur les savoirs d'hier. Alors que le vrai défi, c'est de coopérer à créer les savoirs de demain, parce qu'on en a tous besoin. Et donc là, on a vraiment besoin d'arriver à changer radicalement, en fait, le paradigme éducatif, et ça suppose effectivement de former les enseignants et de former l'ensemble des dirigeants, ce qui n'est pas évident, parce que par définition, les enseignants sont d'anciens bons élèves. Ils ont tellement aimé le système qu'ils ont décidé d'y retourner. D'accord ? Et donc forcément, ce qui a été montré d'ailleurs aux États-Unis, c'est que les meilleurs enseignants, c'est d'anciens mauvais élèves qui à un moment donné ont eu un déclic. Parce que s'ils ont eu un déclic, ils sont capables de le provoquer chez les autres. Mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on sélectionne nos enseignants. Et comme en plus, on les forme absolument pas au savoir-être et aux besoins des élèves d'aujourd'hui et aux pédagogies innovantes, alors on a un vrai problème. Donc l'enseignante de mon fils dont je parlais tout à l'heure, c'est pas de sa faute. Elle sait pas gérer les questions des enfants. Alors qu'en fait, la curiosité naturelle des enfants, ça se nourrit et ça se canalise et on peut passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique. Les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. D'accord ? Donc effectivement, si on forme les enseignants à ce genre de choses, il peut se passer des miracles dans les classes. Mais effectivement, ça suppose une bonne formation des enseignants. Et malheureusement, on n'est pas capable de le faire, en tout cas jusqu'à maintenant. Je crois que vous aviez des questions, nos amis étudiants, sur cet aspect de la formation des enseignants. Non ? Vas-y, je t'en prie. Petit problème, un micro pour 3. Il y avait un fauteuil pour 2, maintenant il y a un micro pour 3. C'était donc au niveau des nouvelles technologies. Personnellement, donc c'est un constat qui implique une question. Je trouve que la manière dont on considère ces nouvelles technologies n'est pas forcément en adéquation avec le potentiel pédagogique qu'elles ont. Je prends un exemple. Quand j'étais en 3e, le Conseil général a décidé d'acheter un ordinateur portable à chaque 3e pour l'année. Pédagogiquement, j'estime que l'apport a plutôt été négatif que positif. Pourquoi ? Je ne sais pas. Cependant, j'aimerais savoir quel est votre point de vue au niveau des nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter ? Dans quelle mesure ? Et puis, est-ce que cela peut permettre de personnaliser un peu plus l'enseignement à l'élève ? Et voilà. Merci beaucoup pour cette question. Fabrice, peut-être, peut enchaîner. Je crois que les technologies de l'information, enfin la numérisation a profondément changé et la culture et la façon d'aborder le savoir. On ne peut pas changer à ce point les outils
et ne pas changer profondément les méthodes qui s'en suivent. Je crois que la question, si on la relie à la précédente sur la formation des maîtres, c'est fini cette question, elle est déjà en cours. Les professeurs ne pourront plus jamais enseigner comme avant. Progressivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais le savoir a changé de main. Autrefois, le professeur était dans sa salle et c'était lui qui savait. Et il savait plus que tout le monde. Mais c'est terminé, puisque aujourd'hui, maintenant, pendant que je vous parle, là, certains d'entre vous peuvent être en train de tweeter quand François Tadei ou Antonella donnent des chiffres. Vous pouvez aller vérifier en même temps sur Internet si ces chiffres sont bons ou pas bons. Vous pouvez trouver d'autres chiffres et lui apporter une contradiction pertinente et appuyée sur des gens savants. On n'est plus du tout dans le même jeu. Le savoir a changé de position et le rapport maître-élève n'est plus le même. Je dirais que nous, on est encore sur une estrade, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne devrait plus y être. L'estrade est un outil obsolète. En effet, les technologies de l'information changent tout, non pas parce qu'on s'en sert ou qu'on ne s'en sert pas, c'est simplement parce que l'architecture du savoir est totalement modifiée. Elle est marquée aujourd'hui par l'ubiquité, alors qu'il y avait une unicité de lieu. On apprenait dans l'université, l'école ou bien la bibliothèque. Là, maintenant, c'est partout à tout moment. On traverse la planète, on va chercher la réponse aux questions là où elle est, à toute heure du jour et de la nuit. On a changé de temps, donc de méthode, et donc en effet l'école, l'université, la transmission du savoir est en train de changer du tout au tout, et on n'en est qu'au début, on n'a pas fini d'en tirer les conséquences, mais au moins c'est une bonne nouvelle. Antonella, tu voulais réagir? C'est intéressant d'en parler ici. Nous sommes à Paris. J'ai la chance de voyager pas mal en France et même ailleurs. Et je découvre des environnements éducatifs très diversifiés. Et donc, je fais partie d'un comité d'innovation de l'enseignement agricole. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les nouvelles technologies? J'y arrive. Parce que la dernière visite que nous avons faite en tant que comité d'un lycée agricole, c'était dans la région de Bordeaux. Et je m'attendais à me balader dans les vignobles et puis être en contact avec la terre, les étudiants qui allaient me parler des plantes, etc. Pas du tout. Nous avons été reçus dans une salle comme celle-ci avec un écran, avec un simulateur de tracteur performant à la pointe, avec un écran d'ordinateur et des centaines comment on appelle ça, oui, il y avait un clavier assez complexe. Et donc, j'étais restée très, très surprise. Et je découvre après donc, que ces étudiants, le contact avec la Terre, parce nous sommes dans l'université de la Terre. Donc, la préoccupation, c'est aussi la conscience terrienne, comme dirait Garmora. Donc ces étudiants-là savent très bien manipuler un ordinateur, mais risquent, s'ils ne le demandent pas, de ne jamais avoir un contact avec la Terre. Et je parle de la Terre avec un T minuscule. Donc après, on nous a invités à monter sur un tracteur pour voir l'effet que ça faisait. Donc on est 3 mètres à peu près, 2,5 mètres hors sol. Donc, on peut se balader dans les vignobles. Alors, le vin que vous buvez, alors, sachez qu'il est cultivé de cette façon. Les raisins sont cultivés de cette façon. Donc, on monte dans ce tracteur. On est à 2,5 mètres de terre. On peut tout actionner de façon absolument automatique à partir d'un ordinateur. Et on ne peut jamais descendre du tracteur jusqu'à la fin de la vendange. Donc, il doit y avoir aussi, à un moment donné, quelqu'un qui va récolter les raisins. Ce qui reste, mais ce n'est pas forcé. Donc, là, on parle d'agroécologie surtout au ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Et donc, pour moi, j'ai aussi un peu le rôle de s'aimer le trouble. J'étais assez fâchée parce que j'ai dit, vous ne faites pas de l'agroécologie. À mon avis, l'agroécologie, c'est vraiment écologie, l'écologie, écos, notre terre et l'amour de cette terre. Et comment on peut avoir amour de la terre en
restant sur son propre tracteur, qui fonctionne comme un ordinateur à la pointe. Un tracteur, ça coûte 250 000 €, un tracteur comme ça. Hein. D'où aussi l'endettement des paysans, des cultivateurs, les taux de suicide, le mal-être, etc., etc. Donc là, si on veut, on peut s'amuser à ça. Mais donc, la plante, le contact avec la plante, le contact avec la nature, avec la terre, et c'est ça qui forme les élèves, les enfants, les étudiants, les êtres humains. C'est où? Alors, on me dit, ouais, il y a une petite parcelle bio. Ah, merci. Petite parcelle d'éducation, pas d'éducation, éducation biologique, on pourrait dire, oui. Est-ce que, François, on peut extrapoler cette place du numérique ou de l'écran, ou en tout cas de la forme de déshumanisation à la relation enseignant-enseigné? Comment toi, tu vois cette opportunité ou ce risque des écrans, des nouvelles technologies dans l'éducation? Je pense qu'on vit dans un monde où les écrans sont partout et en même temps, il n'est pas si évident de vraiment maîtriser ce qu'on y trouve. Et que si on n'apprend pas à le faire à l'école, je ne sais pas très bien où on va apprendre à le faire. Donc ça me paraît essentiel de savoir, d'avoir accès aux technologies à l'école, mais aussi d'apprendre quand les éteindre, par exemple. D'accord ? Donc je pense que c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus d'enfants, par exemple, qui croient à différentes versions de la théorie du complot. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on les forme? Et les enseignants disent « Ah ben les enfants n'ont pas l'esprit critique quand ils arrivent sur Internet ». Soit, mais si on ne les a pas formés à développer leur esprit critique, ça ne va pas arriver par magie le jour où ils arrivent sur Internet. Mais simplement pour développer l'esprit critique en classe, encore faut-il leur donner la possibilité de le développer, et ça suppose de travailler là-dessus. Et ça me paraît essentiel de développer l'esprit critique. Je donnerai juste un exemple d'un enseignant qui a fait quelque chose de formidable, parce qu'il y a énormément d'enseignants qui innovent et qui utilisent intelligemment les technologies avec leurs élèves. Mais il faut savoir qu'en théorie, on n'a pas le droit d'utiliser les téléphones portables en classe. Alors que je peux vous dire, on vient de lancer un MOOC cette semaine qui commence par allumer votre téléphone, vous allez pouvoir le transformer en un instrument scientifique. Parce que c'est un appareil de haute technologie qui est bourré de capteurs, c'est un laboratoire de poche que vous avez tout cela. Il y a plus de puissance de calcul que la NASA n'en a utilisé pour aller sur la Lune. D'accord ? Ça, à partir de là, vous pouvez choisir quelle Lune vous voulez conquérir. Mais il faut encore apprendre à savoir se fixer des objectifs et avoir un esprit critique. Donc pour revenir sur l'esprit critique, il y a un enseignant formidable qui, se rendant compte après Charlie, que certains élèves croyaient que Charlie étaient des victimes d'une forme de théorie du complot. Et il s'est dit, bon, quand même, il faudrait peut-être qu'on discute ensemble. Donc il a demandé à ses élèves qui croyaient les uns et les autres à différentes formes de théorie du complot. Il leur a dit, écoutez, allez systématiquement chercher tout ce que vous trouvez sur les différentes formes de complot. Et les enfants en ont trouvé des dizaines et des dizaines. Et puis ils ont commencé à chercher s'il y avait des invariants dans ces théories du complot. Ils se sont rendus compte qu'aussi bien sur le fond que sur la forme, il y avait des invariants, et qu'en fait c'était des choses qui étaient faites pour raisonner avec la psychologie. Vous êtes plus spécialiste que moi du sujet. Et à partir de là, ils ont tellement bien compris, il leur a dit, écoutez, pour vraiment savoir si vous avez bien compris ce qu'est une théorie du complot, vous allez créer vous-même votre complot. D'accord ? Donc là, il est passé d'étudiants consommateurs ou d'élèves consommateurs, c'est les troisièmes, à des élèves qui devenaient acteurs et auteurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les complots que les enfants ont créés. Vous êtes probablement tous convaincus que les enseignants sont tous des vampires. D'accord ? Et l'autre, c'est que les vrais maîtres du monde, ce sont les chats. D'accord ? Donc si vous en avez à la maison, vous l'avez probablement déjà remarqué. Et si vous avez regardé sur les écrans belges il y a quelques temps, les chats ont envahi les écrans. D'accord ? Donc c'est assez évident que les chats maîtrisent le monde. Et donc les enfants ont raison. Merci, c'est lumineux. Je crois que vous aviez des questions justement sur, tu parles François de cet enseignant innovant, je pense que c'est le moment de passer aussi à plein d'idées, tous nos intervenants ici en ont plein leur sac, mais savoir un petit peu voilà, ce qui se fait, ce qui existe aujourd'hui au tenté pour renouveler, rénover, réinventer, réinnerver les relations entre enseignants, enseignés, profs, élèves, parents. Je voulais laisser juste la parole, pardonnez-moi, aux étudiants, parce qu'il y avait des questions là-dessus. Je me trompe. Bon, la salle a plus envie de poser des questions que nos amis étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas d'état d'âme? Si, mademoiselle. Donc, l'éducation libère et construit. Et il y a presque aujourd'hui une opposition dans les techniques entre éducation populaire et éducation nationale. Pourquoi?
Alors personnellement, j'ai pas totalement compris la question. Est-ce que vous pouvez me la reformuler avec vos mots, sans réfléchir? Aujourd'hui, il y a une opposition entre l'éducation populaire et l'éducation nationale. Et pourquoi cette opposition? D'accord, merci beaucoup. Qui veut répondre? François? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements d'éducation populaire ont obtenu la création de l'éducation nationale au XIXe siècle. Donc, au moins historiquement, il y a une grande alliance. Et je pense que sur un certain nombre de sujets, il y a énormément d'alliances, en particulier pour faire avancer l'école. Et il peut y avoir ponctuellement, sur certains sujets, telle ou telle forme d'opposition, mais je pense que ce n'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de voir qu'une partie des innovations pédagogiques peuvent venir du périscolaire, par exemple, et éventuellement rentrer dans le scolaire. Je donnerai un exemple. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la mairie de Paris avait proposé à certains enfants un programme qui s'appelait l'école de la recherche et les s'aventuriers. Et les enfants étaient des enfants à qui on permettait de poser des questions et de collaborer avec des chercheurs pour développer des vrais projets de recherche, dans le même esprit que ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les enseignants étaient contre cette réforme. D'accord, ils ont manifesté à Paris, vous vous en souviendrez peut-être. Dans ces classes, le lendemain, après les ateliers qui avaient lieu chaque semaine, semaine après semaine, les enseignants se sont rendus compte que les enfants ne réfléchissaient plus exactement de la même manière. Et donc ils ont essayé de comprendre ce qui se passait dans ces ateliers périscolaires. Et ils ont demandé s'ils pouvaient rester pour voir ce qui se passait. D'accord ? Et puis ensuite, ils se sont rendus compte que dans ce programme-là, ils pouvaient eux-mêmes apprendre et changer leur posture. Et donc à ce moment-là, ils ont décidé de devenir des acteurs de ces ateliers de l'école de la recherche et même de le faire dans leur classe. Donc c'était seulement il y a 2 ans, et aujourd'hui il y a plus de 130 classes qui ont pris cette innovation qui au départ vient du périscolaire. Donc il peut y avoir énormément d'actions gagnant-gagnant entre périscolaire et scolaire, et d'ailleurs il y a beaucoup d'enseignants qui sont aussi dans les activités périscolaires. Une autre question de nos amis étudiants? Et ensuite, je donnerai la parole à la salle, je vous promets. Bonjour, moi j'avais une question sur comment intégrer en fait un meilleur suivi pour l'orientation des étudiants, enfin pour leurs études supérieures. Comment en fait de la primaire au lycée, on peut essayer de créer une orientation pour que les étudiants soient moins perdus dans dans l'enseignement supérieur. Merci. Donc on va former donc les enseignants à l'éthique. On va leur apprendre à apprendre. J'ai le sentiment qu'on leur en rajoute beaucoup. Mais c'est vrai que la question de la formation sur comment on oriente, il y a des conseillers d'orientation, du reste des gens dont c'est le métier, comment on oriente un adolescent ou un jeune adulte qui cherche un peu sa voie, de façon, j'allais dire, classique et innovante, selon vous? Bon, honnêtement, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits par l'éducation dans ce domaine, puisqu'on envoie les jeunes faire des stages, puisque la notion de connaissance de l'entreprise a pris plus de poids dès l'enseignement secondaire. Néanmoins, on voit bien que le résultat n'est pas là. On a un exemple frappant dans une de nos écoles qui était l'EPITA, école d'ingénieurs en informatique. Et une jeune fille nous a raconté l'année dernière qu'elle était allée vers son centre d'orientation, le centre d'orientation de son lycée, pour expliquer qu'elle avait envie de faire de l'informatique. Et le centre d'orientation lui dit « Ah oui, c'est une très bonne idée », et l'orientait aussitôt vers un BTS bureautique. Ça donne une idée peut-être caricaturale et bien sûr circonstanciée de ce que peut être l'orientation avec des personnes qui sont formées sur un paysage très théorique sans véritablement avoir une connaissance approfondie de ce que sont les métiers et les entreprises. Moi, je dirais, alors j'ai vu que notre ministre avait fait une proposition récemment que je trouve intéressante, c'est d'envoyer tous les proviseurs faire un stage en entreprise pour qu'ils aient un peu une idée de ce vers quoi ils envoient leurs gamins. On pourrait peut-être y ajouter les professeurs, ce ne serait pas plus mal, parce qu'on aurait au moins une communauté d'enseignants qui aurait une connaissance un peu de la réalité, de ce vers quoi ils envoient les jeunes, et peut-être ça contribuerait mieux à l'éducation. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on fera des efforts d'orientation aussi lointains que possible qu'on pourra dire à un gamin à sa place ce qu'il a envie de faire quand il ne sait pas du tout ce qu'il a envie de faire. Vas-y, merci. Moi, je pense qu'il faut demander à la CIA.
D'accord. Peut-être une version ouverte. Appelons ça la OpenCIAA, la Open Collective Intelligence Agency. D'accord. Donc on veut travailler avec l'intelligence collective sur ce genre de sujet. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous achetez un livre ou quand vous posez une question à Google, il y a des algos très puissants qui vous ont profilé et qui essayent de vous donner la réponse la plus adaptée possible. Et ces algorithmes savent énormément de choses sur vous, la NSA et autres le savent, la CIA aussi, mais vous n'avez aucun accès à ce genre d'informations sur vous-même. D'accord. Et donc, connais-toi toi-même, hein, c'est une maxime qu'on connaît depuis au moins Socrate, mais les outils et les algos et les données pour apprendre à mieux se connaître existent. Simplement, aujourd'hui, on n'y a pas accès. Donc ça, je pense que c'est déjà en soi un vrai problème parce qu'on pourrait apprendre à mieux se connaître avec un espèce de miroir numérique qui pourrait nous aider. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça grâce au numérique. Si vous êtes en terminale et que vous hésitez entre faire de la psychologie, de la médecine, de l'informatique, de la pharmacie, de l'architecture, de l'anthropologie, comment est-ce que vous pouvez savoir, si vous n'avez pas des parents, des cousins et autres qui ont déjà expérimenté ces cursus, vous n'avez jamais été formé à ces sujets. Donc c'est super dur de trouver. Et pour le coup, il y a plein de gens qui vont et puis qui se plantent et puis qui perdent du temps, etc. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des cours massifs en ligne, des MOOC, qui peuvent être des introductions formidables à l'ensemble de ces sujets. Donc on pourrait très facilement, il y en a déjà plus de 120 en France, en français, on pourrait très facilement en créer qui soient d'introduction pour des élèves de lycée, des initiations aux différentes disciplines universitaires. Et on pourrait très bien dire qu'une partie de la préparation qu'on a en tant que lycéen, ça soit une préparation à l'enseignement supérieur et qu'on doive choisir parmi les centaines de cours en ligne qui peuvent exister, des cours d'initiation à ces différents sujets. Et à ce moment-là, on choisirait en connaissance de cause. Voilà une idée innovante. Antonella ? Il y a aussi un phénomène qui est de plus en plus en train de se passer, même en France. Une fois le bac en poche, souvent, on ne sait pas quoi faire avec ce bac. Ce n'est pas exactement le même niveau d'orientation, c'est-à-dire on a déjà quand même eu une petite orientation, on s'est dirigé vers une certaine filière, même, disons le bac général en poche. Il y a souvent des étudiants qui décident de passer une année sabbatique et d'aller voir le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde, et pas forcément dans les universités, mais dans la réalité. Alors, la réalité, c'est voyager, si on peut se le permettre, bien sûr. Tout ça, si on peut se le permettre. Mais même, moi, j'en connais qui ont cotisé pendant une année, toute l'année du bac. Ils ont mis des sous de côté et ils ont pu voyager pendant une année et voir qu'est-ce qui se passe sur la planète. Et c'est pas forcément, ils ne sont pas revenus avec forcément des idées de faire des études universitaires. Pas forcément. Merci. Mesdemoiselles, vous avez la parole. Moi, par rapport à ce que vous disiez pour l'année sabbatique, ce que je me demandais, c'est comment se réintégrer après dans le système éducatif. Parce qu'en fait, moi j'ai déjà remarqué que les gens qui prenaient une année sabbatique ou qui n'étaient pas du bac sortant avaient beaucoup plus de mal en fait à entrer par exemple dans les prépas qui prennent les bacheliers ou même juste par exemple Sciences Po. Par exemple Sciences Po Paris, pour y accéder, il faut soit être en terminale, soit après passer un concours en master. Donc du coup, je voulais savoir. Qui veut répondre? Allez-y. Oui, vous avez raison. C'est vrai que si vous faites une rupture de chaîne dans vos études scientifiques, par exemple, pour entrer dans une prépa, vous aurez du mal. Hein. D'ailleurs, vous aurez intellectuellement du mal, parce que si vous avez rompu avec les maths et la physique, ça va devenir un peu dur. Disons qu'il faut choisir le moment de son année sabbatique. Au Danemark, pour rentrer à l'école polytechnique, si vous prenez une année sabbatique avant, ça augmente vos chances de rentrer, on vous donne des bonus. D'accord ? Donc c'est aussi un problème de culture. AnimaFac, qui est l'association des associations étudiantes, a obtenu du gouvernement que les années sabbatiques soient reconnues par les différentes écoles et universités et qu'elles soient plus un frein à l'ouverture et à la découverte de soi-même. Donc tu veux dire battez-vous ? Comment ? Je dis à François, tu veux dire battez-vous pour faire reconnaître. Oui, Exactement. Bien sûr, mais bien sûr. Mais pas seulement pour ça. C'est vous-même qui devez changer.
De quoi vous avez besoin pour vous orienter dans ce nouveau monde? Parce qu'en plus, la palette de disciplines et des métiers que l'université vous offre aujourd'hui n'est plus du tout correspondante à ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire, on est en train de former les universités sur des programmes qui sont obsolètes, qui sont vieux, mais alors qu'il y a des nouveaux métiers, on ne sait pas de quoi on parle. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train de naître, de se créer. Donc une première idée pour, après un temps de l'éducation, prendre une année sabbatique. C'est ça, hein, j'ai bien compris. Jeune homme, vous aviez une question. Vous avez parlé, donc, Monsieur François Tadei, des MOOC, qui sont des cours en ligne. Je suis d'accord sur votre idée qui, en concept, est très bonne. Par contre, pour l'avoir expérimenté, je pense que dans une démarche, au cours d'un cursus de lycéen, le problème du MOOC, c'est que c'est quelque chose qui serait très efficace sur un élève qui va prendre cette responsabilité, cette initiative d'aller chercher ce qui va lui intéresser, ou pas, mais de s'informer. Mais quand on inscrit ça dans un cadre scolaire, alors que l'élève est habitué à avoir un professeur, à avoir un cadre assez sécurisant ou pas, mais d'avoir des repères, je pense que l'efficacité de ce type de formation est moins bonne et que peut-être il faudrait se tourner, je ne sais pas, vers un lien avec le monde supérieur, des interventions, pas forcément des professionnels, mais des intervenants du monde supérieur, car c'est eux qui constituent finalement l'intermédiaire entre l'école et le monde du travail. Et peut-être que c'est à eux de venir intervenir régulièrement dans les écoles, spontanément, sur un créneau dédié, je ne sais pas, c'est purement théorique, c'est une réflexion. C'est une idée de former les plus jeunes par les moins jeunes, mais qui sont encore des jeunes, c'est ça? Merci, ça me permet de préciser un petit peu. Imagine que tu es, et honnêtement, les données, les algos sont là. Imagine que tu es demain une espèce de Google Map de la connaissance, où tu puisses voir où tu es situé dans l'espace des connaissances et quels sont les différents chemins qui te sont ouverts en fonction de ton niveau de connaissance. Imagine que, comme sur les Google Maps et autres, tu puisses en plus voir le trafic, c'est-à-dire qui est déjà sur la route, qui a 1, 2, 3, 4 ans d'avance par rapport au chemin que tu envisages de parcourir. Imagine que tu puisses les contacter via les réseaux sociaux, parce qu'en plus ils viennent de ton quartier et tu vas pouvoir te rendre compte que c'est jamais que le grand frère d'un copain, ou etc. D'accord ? Et qu'à ce moment-là, tu puisses aller leur demander des conseils et que l'école, le lycée, etc., catalysent ces rencontres en organisant des moments dédiés pour faire ce genre de choses. Je pense que tu as entièrement raison. Les outils sont quasiment là. Les algos et les données sont là. C'est plus les interfaces utilisateurs et de créer les espaces à la fois numériques et intellectuels et le temps pour faire ce genre de choses. Merci, Antonella, bien sûr. C'est la demande qu'il y ait quand même une fonction, une posture de l'enseignant qui est différente. C'est-à-dire, l'enseignant n'est plus celui qui sait tout, mais c'est un accompagnateur. C'est lui qui devient un point aussi de référence pour être accompagné dans la découverte de soi-même, bien sûr, mais surtout aussi du savoir. Donc, il est là pour accompagner. Donc, il n'y a plus une posture du haut vers le bas, c'est juste là une posture paritaire. Et même, c'est lui qui sait qu'il ne sait pas. Donc, il apprend. Il apprend un enseignant. Moi, j'ai juste une petite question complémentaire sur les apprentissages. On parle beaucoup dans le monde anglo-saxon essentiellement et un peu dans les pays du nord de l'Europe d'intelligence relationnelle, d'intelligence émotionnelle, de savoir-être davantage que de savoir. Comment vous définiriez l'état de cet enseignement, de ces enseignements en France ? Bon, c'était pas celle à laquelle je pensais répondre, mais je dirais qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup, moi je m'intéresse plus directement parce qu'on a pas mal d'écoles d'informatique dans le groupe, entre Epita et Epitech, qui sont sur des modes très différents, ou encore Etna. L'informatique se prête beaucoup à cet enseignement, je dirais, innovant. C'est-à-dire qu'on apprend en faisant, on apprend sur des projets, on apprend en communauté d'apprenants. C'est-à-dire que ceux qui savent un peu plus parlent à ceux qui savent un peu moins, on interroge, on a des réponses. L'enseignant est au milieu de tout ça et participe à cette communauté avec un rôle qui est différent de celui qu'il avait avant. Et
Et je crois que là-dessus, on est dans véritablement la mise en place de ce savoir matriciel qui caractérise la texture de l'Internet, qui est elle-même matricielle avec des places délocalisées pour l'endroit où se détient le savoir, et les locuteurs, les détenteurs du savoir sont multiples, universels, et ont chacun des rôles différents. Et pour le savoir-être, je pense que ça peut tout à fait avoir son rôle, parce que justement, lorsque le jeune étudiant est tour à tour enseignant d'une certaine manière, ou coach, ou guide, ou aîné par rapport aux plus jeunes, qu'il est à son tour challengé pour des choses qu'il ne sait pas face à ceux qui savent plus que lui. Je pense que sur le plan humain, c'est une éducation, parce que ça forme au partage, ça forme à la solidarité, ça forme à l'interdépendance, ça forme à cet esprit de groupe qu'on retrouve aussi en entreprise, qu'on retrouve dans les communautés de chercheurs, qu'on retrouve dans la vie civile, et je pense que c'est très formateur sur le savoir-être. Ces modes de production, je dirais, collaboratifs, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Production collaborative, en France, il y a toute la tradition de la pédagogie freinée, la pédagogie coopérative. Alors, j'avais préparé, moi, des données, parce que c'était avant de venir ici, on nous avait envoyé des devoirs, donc il y avait beaucoup de nombres et des statistiques. Alors, je me suis... Il y a au moins une bonne élève sur la... Voilà, je suis devenue. Hein. Et donc, je découvre que, ça je le savais déjà, la pédagogie freinée, elle est acceptée à l'éducation nationale, mais il n'y a pas assez de classes freinées. Alors, la pédagogie freinée, elle est basée sur la coopération, et sur une toute autre posture de l'enseignant. Et là, on revient finalement à ce qui est ce grand conflit aujourd'hui entre les traditionnalistes, c'est-à-dire ceux qui placent une idée de l'école avec le savoir qui est au centre, et les autres qu'on appelle les pédagogistes, je peux me mettre là-dedans, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus illustres que moi. Il y a Philippe Mérieux, par exemple, qui place l'élève au centre, l'enfant au centre, l'individu au centre. Donc si on fait ces changements de posture, il y a l'enfant, l'individu qui est au centre. Évidemment qu'on va s'intéresser aussi de toute la dimension qui est psychologique, psychique aussi, et même, j'ose dire ce mot, spirituel. Attention. Spirituel, ça veut dire qu'on peut commencer même à se poser des questions existentielles quand on est tout petit. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Il ne s'agit pas, en tant qu'enseignant ou à l'école, de donner des réponses, parce que sinon on revient dans le religieux, mais d'accueillir le débat. Et là, il y a tous les ateliers philo. Donc, pour répondre à la question, c'est aujourd'hui, il y a de plus en plus même d'écoles d'éducation nationale qui accueillent des ateliers philo. Il y a des écoles qui font où les enseignants se payent aussi des formations à la communication non violente, etc., etc. Il y a des recherches qui sont en cours, il y a un besoin qui est là. Il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il faut non seulement apprendre à coopérer, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à créer ensemble, à co-créer, et il faut apprendre à faire ses critiques constructives, parce que je parlais tout à l'heure de l'esprit critique, mais en France, quand on critique, on fait une critique souvent très destructive. Donc on a besoin de faire une critique constructive, c'est-à-dire une critique qui permet à l'autre d'avancer, et il faut savoir la donner, il faut aussi savoir la recevoir, d'accord ? Et ça s'apprend collectivement. Et donc ces quatre dimensions, communiquer, coopérer, créer et critique constructive, elles doivent coévoluer avec d'autres, comme la compréhension de la complexité du monde, parce qu'on est dans un monde toujours plus connecté, toujours plus complexe. Il faut savoir décoder cette complexité, et il faut savoir devenir un acteur de changement, donc encore un autre C. Donc tout ça, c'est des C à chaque fois, d'accord ? Et cet acteur de changement, on a besoin, si on ne veut pas subir les changements du monde, il faut savoir devenir un acteur du changement. Et ça, il y a aussi des programmes formidables comme Bâtisseurs de possibles, que certains d'entre vous connaissez peut-être, qui sont des programmes dans lesquels on incite les plus jeunes à devenir des acteurs du changement. Et comment est-ce qu'on devient un acteur du changement? Eh bien, évidemment en coopérant, évidemment en co-créant des solutions, évidemment en communiquant ensemble, évidemment en ayant une critique constructive de ce qui existe pour essayer de l'améliorer. Donc tout ça, c'est très connecté, mais il y a besoin de comprendre ça. Après, il y a une autre dimension qui est étonnante, parce qu'on n'a même pas de traduction sur Wikipédia. En anglais, on dit experiential learning. C'est apprendre de ses expériences.
D'accord ? Eh bien, apprendre de ces expériences, ça a été théorisé, c'est fait dans beaucoup d'écoles dans le monde anglo-saxon. Et en France, on pourrait, comme ailleurs, quand on apprend quelque chose d'utile, essayer de réfléchir sur comment est-ce qu'on a appris, pourquoi est-ce qu'on a appris. Hein, si vous prenez ce qui s'est passé après Merat à Toulouse, l'école n'a pas vraiment progressé le jour où il a fallu accompagner les enfants après Charlie. Après les derniers événements du 13, malheureusement, les enseignants s'étaient quand même beaucoup plus mobilisés, ils ont su apprendre les uns des autres. Donc ça, c'est apprendre de ces expériences, c'est réfléchir sur qu'est-ce qu'on n'a pas été capable de faire, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire la prochaine fois. Et malheureusement, des crises comme ça, on en a déjà eu et on risque d'en avoir d'autres. Il faut absolument apprendre de ça. Ça, c'est des crises majeures et globales, mais on vit tous à titre individuel ou collectif, localement, des crises diverses et variées. Est-ce qu'on est capable d'apprendre de ces échecs et de ces réussites pour mieux comprendre ça? Et donc cet apprentissage de nos expériences, ce retour, cette conceptualisation de ce qui s'est bien passé ou moins bien, et cette capacité à se dire mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement la prochaine fois, quels sont les autres contextes dans lesquels on peut être confronté à ce genre de choses, on a besoin de faire ce genre de choses. Merci François. Encore 2 questions aux étudiants et ensuite je donne la parole à la salle. Allez-y. Vous parliez de la rupture entre les formations et le marché actuel, ce qu'il demande et ce dont il a besoin. Moi, ce que je me demande, c'est comment faire en sorte de réconcilier les deux. Faire en sorte que les formations soient avec la demande du marché. Je dirais que dans les écoles qu'on fait, nous, on les fait par rapport à la demande du marché en grande partie, donc le problème ne se pose pas. La question se pose davantage sur l'université, parce que l'université forme à un ensemble de savoirs. Je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a dans l'université la formation à divers savoirs. Il faut peut-être éduquer davantage ceux qui se servent de ces formations pour savoir vers quoi ils vont. Il faut avancer les yeux ouverts. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de s'informer et de savoir que la question, c'est peut-être une question d'orientation de la pensée. Mais on ne va pas renoncer à des formations parce qu'elles ne conduisent pas à l'entreprise directement ou à des métiers, entre guillemets, utiles. Il y a des tas de métiers inutiles qui sont beaucoup plus utiles que les métiers inutiles. Que les métiers utiles. Pardon. Je m'embrouille. Mon point de vue personnel, c'est les statistiques des économistes nous disent que 50% des jobs qui existent aujourd'hui auront disparu dans les 15 ou 20 ans. Donc à quel métier on forme, sachant que le marché, c'est même pas quels sont, tu vois. Donc il suffit pas simplement d'écouter le marché, mais comment est-ce qu'on fait? Donc encore une fois, les savoirs d'hier, comme de toutes les manières ils sont dans les machines, si la seule chose que tu sais faire, c'est des savoirs d'hier, eh bien comme les machines et les robots sont toujours plus puissants, il y a des bonnes chances pour qu'ils te prennent ton job. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce qu'il faut, c'est être capable de créer son propre job. Là, tu es à peu près sûr que tu en auras un, parce que tu l'auras créé toi-même. Et donc, si tu es capable d'être beaucoup plus créatif, de créer des solutions, tu vois, il y a 3 formes d'intelligence qui ont été définies par un ancien conseiller de Tony Blair. La première, c'est la connaissance des savoirs d'hier. La deuxième, c'est la capacité à trouver des nouvelles solutions. La troisième, c'est la capacité à redéfinir des problèmes. Il se trouve que notre système éducatif, il est essentiellement basé sur la première. Mais encore une fois, les machines, elles vont faire ça mieux que toi ou mieux que n'importe qui d'autre de ta génération et même des anciennes générations. Et donc la seule manière, c'est de travailler sur les deuxièmes et les troisièmes parce que ça, les machines ne savent pas le faire, en tout cas pas aujourd'hui. Et on n'arrive pas à voir, peut-être qu'elles y arriveront et qu'elles seront un jour beaucoup plus intelligentes que nous, ça c'est encore un autre débat. Mais fondamentalement, on sait déjà un certain nombre de choses sur la robotisation et l'informatisation des jobs et on peut prédire ceux qui vont disparaître. Donc se préparer à des jobs qui vont disparaître, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Merci. Encore une question, mademoiselle? Oui, on parlait tout à l'heure des enfants après Charlie, après les attentats. Ça me permet de rebondir sur ma question, qui est la suivante. Pensez-vous que l'école, telle qu'elle est construite et pensée aujourd'hui, permet aux enfants d'avoir une citoyenneté libre et consciente? L'éducation à la citoyenneté. Alors, l'école aujourd'hui, est-ce qu'elle permet d'avoir une citoyenneté, elle prépare à une citoyenneté libre et consciente?
peut mieux faire. Il y a des doutes. Il y a une réponse, c'est-à-dire même avant les attentats de Charlie en janvier, il y avait bien avant une tentative de répondre à cette question par le renforcement de tout ce qui est l'éducation civique. On appelle l'éducation. Le ministre d'avant avait appelé ça éducation morale. Et ça n'a pas encore tout à fait complètement, entièrement mis en place, mais il y a donc une volonté d'ouvrir à des réflexions sur la citoyenneté, le savoir-vivre ensemble, etc. Alors, évidemment que ça m'a intéressée, je suis allée voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'avoir des cours, finalement, qui sont, puisqu'il y en a 2 ou 3 je crois, 1 heure par semaine, hein, c'est devenu 1 ou 2 heures par semaine. Et donc finalement, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que de 1 heure ou 2 heures par semaine devient les heures où on récupère les cours qu'on n'a pas terminé de donner. Vous me dites oui, c'est effectivement ce qui se passe. On devrait débattre des questions philosophiques comme voilà, le vivre ensemble, etc., mais de façon très théorique. D'ailleurs, il y avait une suggestion du ministre de partir de verbatim ou de proverbes, de grandes phrases qui étaient écrites par les philosophes et jamais de la réalité. Alors moi, ma question, c'est comment peut-on commencer à apprendre à vivre ensemble si on ne s'effrite pas, si on ne va pas, par exemple, explorer les conflits dans la classe, si on n'apprend pas à vivre ensemble, on ne fait pas de la médiation, on fait pas, j'ai cité la communication non violente, mais il y a toutes les techniques de médiation. Pourquoi ne pas introduire, par exemple, l'apprentissage de la médiation par les pairs, pas les parents, les pairs, P-A-I-R-S, hein, par les enfants, devenir médiateur, prévenir les conflits, et puis quand il y a un conflit, le faire devenir un conflit fécond, c'est-à-dire un désaccord fécond, comme dirait Patrick Viveret. C'est-à-dire le conflit fait grandir, mais c'est confronter, parler et ne pas uniquement commenter en texte. C'est pas ça l'éducation à la citoyenneté. Je crois qu'on est entièrement d'accord là-dessus. C'est comme apprendre, si tu prenais des cours pour apprendre à faire du vélo, quoi. Je veux dire, ça va juste pas le faire, quoi. Donc c'est évident que ça doit être une citoyenneté active et que ça doit être une citoyenneté planétaire aussi. D'accord ? Donc typiquement, si tu impliques les enfants dans la compréhension des enjeux globaux et en même temps qui ont toutes une réalité très locale et que tu les invites à comprendre cette réalité et que tu les invites à agir, là, il y a beaucoup plus de chances qu'ils deviennent des citoyens éclairés parce qu'ils auront compris ce que c'est que d'être un citoyen, c'est d'être actif et d'être des acteurs de la cité. C'est ça que ça veut dire être citoyen. D'accord ? C'est pas apprendre par cœur comment est-ce qu'on élit les conseils généraux qui vont finir par disparaître de toutes les manières. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Mademoiselle, madame, pardon. Mademoiselle là-bas, je vous ai vu en premier. C'est discriminant. Bonjour, et je m'appelle Garance, j'ai 23 ans et je fais actuellement un master en agroécologie dans lequel j'ai eu la chance de voyager en Norvège et où je me suis retrouvée face à un système pédagogique d'éducation et de recherche par l'action. Donc je suis arrivée sur le semestre, j'ai demandé le planning. Et quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait énormément de semaines où on n'avait aucun cours de prévu. Moi qui sortais d'une école d'ingénieur où on me faisait suer, sueur et sang avec 30 heures de cours par semaine et autant d'heures de travail personnel, j'ai un peu halluciné. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça me faisait peur, en fait, ce temps libre. Et au fil du semestre, je me suis aussi rendu compte que n'ayant pas de cours prévus et étant projetée dans des projets directement de terrain, j'apprenais beaucoup plus en 4 mois de cours qu'en 3 ans d'école. Donc ma question, voilà, c'était comment ça se fait et pourquoi est-ce que j'ai cette peur et qu'est-ce qui m'a permis d'aller au-delà de cette peur ? Simplement qu'on m'a laissé devenir souveraine de mon apprentissage. Et alors ma question, c'est qu'une fois que je reviens en France, je retourne dans un master côté français où, de nouveau, on me colle 30 heures de cours par semaine et autant de travail personnel. Je le supporte parce que je n'ai pas le choix. Mais je me rends compte que de la part des enseignants, quand on essaye de leur parler d'un autre système, ils ont aussi peur. Ils ont peur de nous donner notre autonomie d'apprentissage. Ils ont peur de nos questions de personnes souveraines.
Donc là, je vois un léger blocage parce que je me dis comment est-ce qu'on peut devenir citoyen libre alors qu'il y a un peu une peur des deux parties. Merci beaucoup pour votre témoignage. François, peut-être. Je pense que c'est très vrai. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont voyagé, qui ont vécu ce que tu dis. Il y a quelques endroits, et on les représente en partie ici en France, dans lesquels on peut apprendre à dépasser ses peurs et à co-construire son avenir. Je pense que ce qui est fondamental quand on va dans des pays comme ça, c'est ce qu'on découvre, c'est un cadre de liberté. D'accord ? C'est pas l'anarchie complète, on n'est pas tout seul, mais on a de la liberté. Hein. Celui qui a le mieux compris ça, et qui l'a théorisé dès le début du 19e siècle, c'est Humboldt. D'accord ? Et toutes les grandes universités américaines se revendiquent de lui. Ce qu'il a dit, c'est que l'université doit être un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner et libre de faire de la recherche. Et où l'enseignant ne doit pas simplement professer un savoir, il doit être un mentor capable d'accompagner l'étudiant dans son projet. D'accord ? Et donc ça s'apprend, et il faut former, y compris les enseignants du supérieur. Les enseignants du supérieur ne sont pas formés, et encore moins à la pédagogie, et encore moins à la pédagogie innovante, et encore moins à la pédagogie de projet. Donc encore une fois, c'est d'anciens bons élèves, et c'est généralement de bons chercheurs. Et ce qu'il faut, c'est leur dire que leur recherche dans leur discipline, que cette mentalité de chercheur, ils l'appliquent dans leur pédagogie. Et cette mentalité d'ouverture, de questionnement et d'accompagnement et de création d'équipes interdisciplinaires qu'ils pratiquent dans leur recherche la plupart du temps, ils peuvent l'appliquer dans leur pédagogie. Et en fait, ils sont même les mieux placés pour faire la transition. Et simplement, il faut éventuellement leur donner des incitations et éventuellement leur donner du temps de formation. Et typiquement, quand on est nommé enseignant-chercheur, il faudrait donner du temps pour qu'on puisse s'initier à des pédagogies innovantes qui passent par des pédagogies de projet comme celles que tu as connues ou par des pédagogies par le numérique, etc. Mais ça peut se faire, nous on le fait. On a une chaire de l'UNESCO dans laquelle on forme les enseignants du supérieur qui veulent apprendre à travailler différemment. On forme des enseignants du primaire au supérieur aujourd'hui. Mais cette idée qu'on peut former des gens dans le supérieur, c'est une révolution conceptuelle. Pour certains, c'est un peu choquant par ailleurs, mais voilà. François, je te remonterai un petit peu encore dans le temps et je te ramènerai jusqu'à Rabelais, l'abbaye de Thélème, sur le fronton de laquelle était écrit « Fais ce que voudras » et qui était déjà cette conception de l'enseignement où il y a une totale liberté tournée autour du savoir qui est à disposition des uns et des autres et des maîtres qui sont à disposition des uns et des autres. On le voit dans les filières où on a affaire à des passionnés, dans les écoles qui sont les nôtres. Il y a un moteur naturel qui est l'envie d'apprendre, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'être plus fort. Et on a exactement le même type de dispositif, c'est-à-dire une liberté dans l'action et dans les moyens qui est absolument totale. Dans les cours de master, je dirais que les cours sont en opt-in. On y va, on s'inscrit si on a envie d'y aller. Si on n'a pas envie, on n'y va pas. Et de toute façon, on sait très bien que, surtout à ce niveau d'enseignement, un étudiant, il va voter avec ses pieds. Et si on l'oblige à aller là où il n'a pas envie d'aller, il va être pendant toute l'après-midi sur Facebook et sur Twitter plutôt que sur le cours qu'il n'écoutera pas. Donc on est dans une époque où, en effet, je crois qu'on est en train de muter vers ça. Mais bien sûr, c'est comme tout système. Il y a un système qui est en train d'évoluer, en train de changer, et il y a un certain nombre de reliquats. Cela dit, il y a un certain nombre de choses où quand même des cours sont nécessaires, où quand même, parfois c'est rébarbatif, et quand même, il faut s'assurer que l'étudiant est passé par là, d'une façon ou d'une autre, avec un cours, avec un MOOC, avec un bouquin, avec ce qu'on veut, mais il faut quand même qu'il l'ait appris. De comment il apprend. Donc toute la question, c'est comment il apprend. Je voudrais, avant que vous posiez les questions de la salle, savoir, est-ce qu'il y a des enseignants ici? Très bonne question, on ne les entend pas beaucoup. Voilà. Et non, on n'a pas encore donné la parole, mais donc c'était pour par rapport à la peur, la question de la peur. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les épaules des enseignants.
les enseignants ont, effectivement, je disais tout à l'heure, j'ai démarré en citant cette thèse de doctorat qui est sur les enseignants clandestins. Ce sont des enseignants qui, une fois que la porte de la classe elle est fermée, là je parle surtout du primaire et secondaire, je ne parle pas des études universitaires, là, une fois que la porte de la classe elle est fermée, ils peuvent faire cours un peu comme ils veulent, en choisissant des pédagogies souvent innovantes, des pédagogies nouvelles qui ont quand même une centaine d'années encore, je veux dire Montessori, Steiner, Freinet, sont encore considérés comme des pédagogies nouvelles, mais ce sont des enseignants qui cherchent à gérer leur peur à l'intérieur d'un système protégé. Hein. La peur, elle est là parce que nous sommes tous dans un moment de transition et donc on ne peut pas imaginer qu'on n'a pas peur. Donc, sauf si on s'exerce à imaginer un futur un peu différent où effectivement tous ces rapports de force ils vont plus exister et qu'il y aura effectivement de la liberté d'expression, l'esprit critique positif, aller vers un dialogue véritable et plus peur de l'autre, plus peur de l'autre. On passe d'un monde vertical à un monde horizontal et je pense que ça change toutes nos habitudes et que c'est lourd hein, sur les épaules des enseignants, tout ce que vous avez dit, parce que si je fais la liste de tout ce qui leur appartient de nouveau encore à apprendre, que ce soit l'éthique, que ce soit l'intelligence émotionnelle, que ce soit en plus de la transmission des savoirs, des outils technologiques, enfin, ce sont des vrais couteaux suisses et émotionnellement investis, surinvestis de un peu toutes les missions. J'ai l'impression que on a un petit peu parlé des parents, mais pour la citoyenneté, mais pas beaucoup. Tu veux réagir, François ? Ouais, je pense que la seule manière de faire tout ça à la fois, c'est qu'on forme les enseignants comme on voudrait qu'ils forment les enfants. D'accord ? Et si tu les formes de manière collaborative quand ils apprennent des maths ou quelle que soit leur discipline centrale, alors ils vont pouvoir beaucoup plus facilement enseigner de manière coopérative. Si l'institution a un regard bienveillant sur eux, il y a plus de chances pour qu'ils aient un regard bienveillant sur les enfants, etc. Donc ça, c'est, tu prends la transition en Finlande dont parlait Antonella tout à l'heure, c'est une transition où on est passé d'un système de contrôle à un système de confiance. Et en l'occurrence, quand on fait confiance, on libère les énergies, on libère du temps et on est beaucoup plus efficace. Donc ce n'est pas du tout incompatible. En l'occurrence, les pays scandinaves ont des bien meilleurs résultats dans l'ensemble que nous, à la fois au niveau scolaire et au niveau économique et au niveau du bien-être. Donc ce n'est pas qu'on doit choisir entre être heureux et être bon à l'école. Non, en l'occurrence, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre sur ce truc-là. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'on apprend évidemment mieux quand on est beaucoup plus à l'aise. Si on va à l'école la peur au ventre, y compris les enseignants. D'accord ? En France, il y a 95% des jeunes qui pensent que le système éducatif devrait changer. 95%. D'accord ? Mais aussi une fraction importante des enseignants. D'accord ? Il y a trop nombreux enseignants qui tombent malades. D'accord ? Parce qu'il manque d'accompagnement, etc. Donc évidemment qu'il y a une perte d'énergie et de santé de trop d'acteurs du système éducatif aujourd'hui. Je peux ajouter ma statistique, dans les 95% entre 15 et 30 ans, il y en a 25, c'est de notre ami Ramin Farangui qui parlait de ça, 25% qui sont convaincus que le système éducatif aujourd'hui ne sera plus valable dans quelques années. Donc, ils sont disposés aussi à imaginer tabula rasa, c'est-à-dire fini avec ce système-là. C'est intéressant de savoir ça. Est-ce qu'un enseignant ou une enseignante veut s'exprimer ? Oh là là, les mains se lèvent. Allez, madame, pardonnez-moi, mais je dois choisir. Oui, moi simplement, je voulais faire une petite remarque. C'est que je trouve quand même dommage, si vous le permettez, qu'on utilise des mots comme la peur, le découragement, les chiffres qui sont énormes, qui nous écrasent, et ci et l'autre. Moi, je trouve quand même que je travaillais dans de grandes écoles d'ingénieurs. J'ai fait beaucoup de l'accompagnement de jeunes. J'ai fait, je crois, évoluer quand même certaines choses. Et je trouve que c'est quand même, il faut le dire, une formidable aventure. Et c'est vrai que même s'il y a des défis énormes, s'il y a des remises en question énormes, que ce soit au niveau du fonctionnement du système éducatif, que ce soit au niveau de l'enseignement et des enseignants,
de l'accompagnement, de la manière de regarder les jeunes. Aussi, enfin, il faut être, je crois, être plus positif et se dire qu'ensemble, on a de belles aventures devant nous, même si ce n'est pas facile et même si ça demande beaucoup de renoncement et beaucoup de remise en question. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde ici partage votre enthousiasme et votre volonté et qu'on a un peu tendance effectivement à regarder ce qui dysfonctionne et peut-être un peu moins ce qui fonctionne, mais on fait de la critique constructive, je crois aussi. Il y a d'autres questions? Merci madame. Je vais faire un petit coup à droite, un coup à gauche. Alors je vais vous prendre... Jeune homme? Bonsoir. J'ai cru comprendre de tout ce qu'on a, enfin des quelques journées que j'ai pu vivre hier, avant-hier, aujourd'hui, que l'idée est de tirer le meilleur parti de ce qu'on a en face de soi, que ce soit à travers l'agroécologie, que ce soit à travers l'éducation, etc. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je suis un peu paumé d'une certaine manière, parce que j'ai fait une école d'ingénieur, enfin j'ai fait 2 années de prépa, j'aurais dû être viré à la fin de ma première année de prépa, mais je suis quand même passé parce que j'ai voulu aller voir des professeurs et ils ont vu que j'étais motivé. Pardon. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait un master spécialisé en école de commerce après. Je me suis présenté à diverses personnes, j'ai un CV, etc. Et j'ai un profil au final dont personne ne sait trop quoi faire. Donc j'ai décidé de monter mon entreprise. Donc je suis devenu photographe, ce qui n'a rien à voir. Mais ça a à voir à travers moi, puisque je suis ingénieur commercial, etc. Mais il y a nécessairement une transversale à l'intérieur de ça. Premièrement, qu'est-ce que j'en fais? Deuxièmement, maintenant, j'aimerais bien, moi aussi, enfin, j'ai déjà été devant des élèves de mon école ou à faire des présentations de mes photos et à virer sur un peu un débat. Et il y a beaucoup de gens qui sont qui se retrouvent un peu à travers tout ce que je peux dire. Je suis aussi parti voyager 1 an et demi. Aujourd'hui, on n'attend pas la crise de la quarantaine, on a envie tout de suite de savoir où on va aller et tout le monde est paumé. Il y a plein d'élèves d'ingénieurs, d'élèves qui sortent d'écoles de commerce qui n'ont pas envie de répondre à la plus grosse entreprise qui leur a dit qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent et qui du coup, par défaut, partent voyager, prendre de l'objectivité et reviennent ici et sont déconnectés. Moi, je fais un peu des reportages avec des voyageurs, etc. On est déconnectés, il n'y a pas une bonne réalité. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir partager tout ça, devenir enseignant moi-même, mais sans être enseignant comme l'éducation nationale me le dirait, elle chapeauterait, elle me briderait et je devrais le faire tous les jours. Quand est-ce qu'on arrive à avoir une éducation que chacun donnera, chaque personne qui est ici, donnera à des gens qui lui sont proches ou pas proches, et en même temps en faisant un travail, et aussi en apprenant des autres. Si je puis me permettre, je vous interromps parce qu'il nous reste 2 minutes, donc le temps nous est compté. Moi j'aurais juste un conseil, c'est d'aller faire un tour du côté du CRI, d'aller voir M. Tadei, peut-être lui parler un peu, peut-être il peut vous éclairer. Mais votre perte de repère, elle est créative, elle est géniale. C'est un résumé de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, je trouve. C'est un très beau parcours que vous nous livrez là. Et donc, je suis sûre qu'il y a des endroits où vous pouvez vous réorienter si vous avez envie. Une dernière question, je suis absolument navrée, je vois que tout le monde lève la main. Alors voilà, madame. Hélène Vecchiali, quel est votre point de vue sur la théorie du genre et surtout sur toutes les rumeurs qui circulent sur la réalité de ce qui est réellement enseigné dans les écoles? Alors, pardonnez-moi, mais je crois qu'on en aurait pour 1h30 de débat sur cette question-là. Il nous reste 1 minute pour conclure. Je suis absolument navrée. Je redonne juste une question à quelqu'un, mademoiselle là-bas. Oui, bonjour, Marianne Barasconi. Juste une question justement pour conclure. Quels seraient vos conseils pour quelqu'un qui démarre une école à 0? Alors, c'est une très bonne idée qui démarre une école à 0. Je ne sais pas si on démarre jamais la vie à 0, mais je voulais juste rebondir avec une question des étudiants qui rejoint tout à fait la vôtre pour conclure et demander à chacun de nos invités ici, si c'était à refaire, vous feriez quoi comme étude aujourd'hui? Ça vous va? Merci. Bon, moi, je répondrai plutôt à la question de la jeune fille. Vous êtes libre. Je dirais que vous avez de la chance parce que c'est le moment de toutes les audaces. Dans une période difficile, dans une période incertaine, dans une période de crise, au moins
le seul avantage qui nous reste, c'est qu'on n'a plus rien à craindre et plus rien à perdre. Et donc en termes de concept, en termes d'idées, vous avez des outils formidables qui vous permettent tout. Vous pouvez avoir toutes les audaces, vous pouvez chercher véritablement le thème qui est celui qui vous intéresse, vous le plus, et il y a des chances que s'il vous intéresse, il intéresse d'autres gens, et vous pouvez vous lancer vers véritablement ce qui vous semble avoir une pertinence, un avenir, et ce qui vous fait plaisir. Si je refaisais des études aujourd'hui, je ne sais pas, je ferais tout à la fois. Merci. Je suis désolée, je donne la... Il faut qu'on conclue. Il faut qu'on conclue. Peut-être vous parlez après. Prenez un micro, je transgresse, hein, pardon. Oui, en fait, c'est pas une question, c'est juste une réflexion par rapport à tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. J'ai entendu plusieurs fois le mot former. Et quand on est un professeur, je suis pas du tout professeur, hein, j'ai 28 ans, je suis comédienne. Faites court, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Ok. En fait, quand on a 30 élèves en face de soi, on a 30 individus différents. Former, c'est faire rentrer les gens dans un moule. Je pense que le mot à utiliser serait plutôt transmettre. Comme ça, chacun y prend ce qu'il veut pour se construire. Il y a un très beau mot qui s'appelle éduquer. Éduquer dans le sens, l'étymologie est double, hein, c'est-à-dire educare et educere. Mais moi je prends le deuxième sens, c'est-à-dire aller tirer hors de ce qu'il y a de meilleur dans la personne. Nous n'allons pas inventer tout. Je pense qu'inventons des nouvelles formes d'éducation. Et là, pour répondre à la question comment démarrer une école de zéro, est-ce que c'était pour créer une école ? Ah, voilà, c'était pour créer une école. Il y a de plus en plus d'expériences de création de nouvelles écoles qui s'inspirent des pédagogies nouvelles, des pédagogies de coopératives, et ils deviennent tout à fait originales. Il y en a de plus en plus. Je fais un peu de publicité, allez dans notre site du Printemps d'éducation et un annuaire, il y a des expériences qui sont partagées, il y a la volonté aussi de la part des pédagogues et des porteurs de ces mouvements pédagogiques qui ont désormais une centaine d'années de s'ouvrir et d'aller expérimenter aussi des nouvelles pratiques. Et ça, c'est passionnant. Il y a l'école dynamique par exemple, je ne sais pas si tu connais, moi aujourd'hui j'irais à l'école dynamique si je pouvais faire le choix. Merci Antonella. François ? Le mot de la fin. Donc, je pense beaucoup de bien l'école dynamique, ça a été créé par un ancien étudiant à nous, donc c'est très bien. Mais c'est un peu le même principe. L'école dynamique, c'est un endroit où on donne de la liberté, y compris aux plus jeunes, d'apprendre ce qu'ils pensent pertinent pour eux. Et je pense que quel que soit son âge, si on peut apprendre ce qu'on croit pertinent pour soi, et si on peut être accompagné et avoir des mentors pour nous accompagner dans cette réflexion, parce que c'est pas évident de savoir ce qui est pertinent pour soi non plus, donc il faut un accompagnement. Et je pense que quand on regarde les problèmes climatiques, puisque c'est quand même le thème d'aujourd'hui, ou plus généralement l'ensemble des problèmes de biodiversité, de crise économique, de crise de violence, etc. qu'on connaît, les Nations Unies les ont catégorisés, ils ont défini 17 grands problèmes qu'on appelle les objectifs du développement durable. Si on pouvait former les jeunes à comprendre ces objectifs du développement durable, parce que c'est simple, si on ne sait pas résoudre ces problèmes, on va collectivement dans le mur. Donc on a besoin de comprendre ces problèmes et leur complexité, on a besoin de comprendre les débuts de solutions qui existent, on a besoin d'apprendre à essayer de les implémenter, on a besoin d'apprendre à progresser individuellement et collectivement, et on a besoin donc de, si on doit créer une université de la planète, eh bien oui, faisons-la pour de vrai. Que ce ne soit pas juste l'occasion de se retrouver comme ça ensemble une fois par an. Non. En plus, c'est tous les 2 ans. Non, c'est évident que ça doit être une université de la planète, ça doit être tous les jours. Et tous les citoyens de cette planète doivent être invités à rejoindre cette université où les disciplines, on n'est pas formé et formaté par les disciplines. Les disciplines doivent être au service des projets et au service du vivre ensemble planétaire, c'est-à-dire de la résolution des problèmes planétaires, aussi bien que des problèmes individuels. Et donc là, si on mobilise les énergies, si on mobilise les intelligences individuelles et collectives, si on sait passer de son émotion à son action en ayant réfléchi entre les deux, alors on peut arriver à faire quelque chose. Et je finirai en citant T.S. Eliot, il disait « Où est passée la vie qu'on a perdue en la vivant ? Où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance ? Où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information ?» Et aujourd'hui, on pourrait rajouter « Où est passée l'information qu'on perd dans les données ?» Et si on n'est pas capable de prendre le poème de T.S. Eliot et de l'inverser, et d'être capable de passer des données à l'information, de l'information à la connaissance, de la connaissance à la sagesse et à la vie,
alors on n'est pas évident que la vie, en tout cas la nôtre, puisse continuer sur cette planète. Merci. J'espère que vous avez appris tout ce que vous aviez envie d'apprendre aujourd'hui. Et j'espère que vous avez appris tout ce que vous aviez envie d'apprendre aujourd'hui. Et je vous remercie infiniment d'avoir été là. Merci.